Europe Soir. Il est 19h19, c'est l'heure des grands débats d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. La guerre des télécoms, on en parle avec vos invités jusqu'à 20h. Vous pouvez réagir sur Twitter, #E1soir. Et pour suivre les débats tout en images, rendez-vous sur europe1.fr. Oui, et on a donc appris aujourd'hui que la France va garder 4 opérateurs téléphoniques. SFR a été revendu à Numéricable et non pas à Bouygues qui l'aurait absorbé. Alors, quelles conséquences pour les consommateurs? Quelles conséquences pour l'emploi? Que s'est-il passé en coulisses de cette négociation à 10 milliards d'euros? Pourquoi le gouvernement était à ce point opposé à la solution Numéricable? On en débat avec Jacques Paumonti, qui est le président de l'AFUT, l'Association française des usagers des télécommunications, avec Maximilien de Lézélec, qui est journaliste à Tom Guides et spécialiste des nouvelles technologies, avec Stéphane Dubreuil, expert en télécommunications, et avec Martial You, chef du service économie d'Europe 1. Martial, il faut réexpliquer l'essentiel. Il y a des choses que j'ai compris, des choses que j'ai pas bien compris. Vivendi voulait vendre SFR, ça on a compris. Numéricable voulait l'acheter. Bouygues est entré dans le jeu un peu au dernier moment en se portant tardivement candidat et Bouygues a donc finalement perdu. Jusqu'à là j'ai compris. Expliquez-nous, Free, quel rapport, qu'est-ce qu'ils venaient faire Free là-dedans? Ils sont concurrents d'SFR et Bouygues, ils soutenaient Bouygues, pourquoi? Et pourquoi c'est une défaite pour eux? Alors, il y a quelques mois de ça, Free avait été intéressé par le rachat d'SFR. Ça fait quand même un petit moment qu'on sait que Vivendi veut se séparer d'SFR. Or, l'autorité de la concurrence a dit c'est pas possible pour vous de racheter, risque de monopole parce que vous êtes deux acteurs du même secteur. Ce qui, au vu de ce qui s'est passé depuis quelques jours, peut prêter à sourire puisque finalement, il y a quelques jours, on parlait de Bouygues qui est encore plus gros évidemment que Free dans l'histoire. Mais voilà, donc Free a été intéressé par SFR depuis un certain temps. Il est sorti du jeu. Et ce matin, quand la nouvelle est tombée, je disais sur l'antenne, c'est la fable du lièvre et de la tortue. C'est-à-dire que vous avez la tortue Numéricable, ça fait 18 mois qu'ils discutent avec Vivendi pour pouvoir proposer une alliance entre le câble Numéricable et le mobile SFR. Et puis vous avez le lièvre qui est arrivé en gros il y a 3 semaines, un mois, qui est Bouygues, avec une grosse opération de com le week-end dernier, qui a fait qu'on a eu le sentiment que tout le monde était derrière Bouygues et que c'était ça qui allait se passer. Mais en réalité, on a effectivement des négociations qui sont de longue date et Free qui du coup cherchait juste quoi en réalité dans l'histoire? À acquérir un réseau qu'il n'a pas aujourd'hui, qui coûte très cher à développer, qui demande surtout beaucoup de temps, et le temps c'est de l'argent évidemment dans les télécoms comme partout ailleurs. Parce que si Bouygues avait racheté SFR, il se retrouvait avec 2 réseaux. Et oui, donc la concurrence aurait obligé Bouygues à en redonner un, et donc le deal avait été fait la semaine dernière, ce réseau flambant neuf en plus, parce que Bouygues l'avait rénové pour pouvoir développer la 4G, serait tombé dans l'escarcelle pour moins de 2 milliards dans l'escarcelle de Free, ce qui était tout bénef pour Free, parce que aujourd'hui développer un réseau d'antennes relais, là il y en avait 15 000 dans le panier, ça demande des années. Parce qu'aujourd'hui, vous devez avoir des autorisations, mais quand vous vous pointez en disant je vais vous mettre une antenne relais sur un immeuble, je peux vous dire que ça devient très compliqué aujourd'hui. Vous avez des mois de procédure. Ben voilà. Oui. Donc du coup, Free sait très bien que pour avoir un réseau digne de celui de Bouygues ou de SFR, il va lui falloir des années. Et donc pendant des années, il va être un petit joueur incapable de faire autre chose que d'attaquer et de mordre au mollet les géants des télécoms sur les tarifs. Alors on comprend bien donc effectivement il y avait pas mal de monde qui avait intérêt à cette solution-là. Le gâteau aurait été partagé en 3 alors que là il va continuer à être partagé en 4. Alors pourquoi Vivendi finalement n'a pas choisi cette solution-là? Alors, Vivendi, eux, leur objectif, c'est la complémentarité, c'est-à-dire c'est d'aller chercher ce qu'ils n'ont pas. En fait, c'est de mettre SFR, de vendre SFR à un marié qui fait le complément, c'est-à-dire vous avez le câble d'un côté et les mobiles de l'autre. Donc là, vous avez la complémentarité qu'il y a chez Free, qu'il y a chez les autres, chez Orange aussi. Donc c'est logique. Maintenant, vous avez un gâteau qui certes reste à 4 acteurs, mais 4 acteurs qui sont un peu fragiles, quoi. Vous avez Orange qui reste le leader solide sur ses appuis, et les autres, je dirais qu'il n'y a pas la taille critique obligatoirement, et donc ça va être difficile. Moi, à mon avis, on n'a pas fini des grandes manœuvres et les concentrations. À terme, je pense qu'on arrivera à 3. Même si ce soir on est toujours à 4. Et on parle d'un marché qui est quand même assez énorme. Il y a quand même beaucoup d'argent en jeu. Stéphane Dubreuil, expert en communication. Est-ce que vous avez été surpris, comme beaucoup, ce matin, quand vous avez entendu sur Europe 1 Arnaud Montebourg annoncer que Bouygues avait perdu? D'Arnaud Montebourg, je suis étonné de rien. Je pense que comme la plupart des Français, donc ça c'est sûr. Que le deal était fait est effectivement assez étonnant.
pour le moins, parce que contrairement à ce qui se dit beaucoup, et je suis pas totalement d'accord avec Marcel. Voilà, exactement. Donc, mais c'est normal. Je suis d'accord avec personne, de manière générale. Je ne suis pas sûr que on soit dans un deal industriel. Je pense qu'on est dans un deal financier, ce qu'on appelle un LBO. On va vivre en fait le plus grand LBO de France, voire d'Europe, jamais constitué, avec une dette énorme. Donc derrière, LBO, juste pour les gens qui nous écoutent, parce que tout le monde n'est pas au courant, c'est en gros une croissance sur l'endettement, quoi. On fait de la dette. On fait de la dette pour pouvoir acheter quelque chose. On fait de la dette. Je pensais que maintenant il y avait une aversion à la dette. Je rappelle que l'État français est quand même très endetté en ce moment. Donc je pensais que c'était un sujet qu'on était un peu sensible. A priori, non. Voilà. L'autre point, c'est Arnaud Montebourg n'a pas de pouvoir dans cette décision. Il a un pouvoir de nuisance. Ça c'est clair, on l'a vu par ailleurs avant dans le cadre de Dailymotion Orange, qui a été une faute lourde, industrielle et politique, où on empêchait de faire d'une société française une star mondiale de plusieurs milliards. Je rappelle quand même l'historique. Et ce matin, je vais être franc avec vous, les analystes d'Amsterdam et de Londres m'ont appelé en me disant qu'est-ce qui se passe, Montebourg s'exprime ce matin, et ils m'ont tous dit, s'il s'exprime, c'est que c'est plié. Effectivement, dès qu'il s'occupe d'un dossier, c'est mort. Donc on le voit bien, malheureusement, il s'en est occupé, voilà ce qui se passe. Alors, cela dit, il y a un point sur lequel vous êtes d'accord avec lui, c'est l'endettement, parce qu'écoutez ce qu'il disait exactement à Jean-Pierre Elkabbach ce matin. Quand vous avez une entreprise qui paie 5 milliards et qui achète une entreprise en s'endettant pour 10, vous avez un problème de surexposition et de surendettement, et d'ailleurs de surexposition des banques. Les banques nous ont habitués à faire n'importe quoi dans la crise financière. Parce qu'elles là, on peut considérer qu'elles se mettent en risque, et elles mettent en risque l'entreprise, parce que s'il y a un retournement de marché ou des événements qui n'ont pas été prévus, eh bien ce sont les gens qui vont payer. Voilà, là-dessus, Stéphane Dubreuil, vous êtes d'accord avec le ministre? Il y a un vrai risque du petit qui ira acheter un trop gros et qui va être très endetté. Il est ministre du redressement productif ou de la destruction massive. Je rappelle quand même que le résultat de son ministère, c'est 65 000 suppressions d'entreprises et 174 000 emplois. Donc moi, je veux bien entendre ça. Soit il a un pouvoir, soit il en a pas. On le sait depuis le départ qu'il y a de l'endettement. On sait très bien que cette structure, elle est à l'étranger. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a un groupe privé qui fait un choix. Donc soit on le respecte, soit on le respecte pas. Ce que je trouve assez bizarre, c'est que maintenant, on a Fleur Pellerin qui est dans tous les médias pour faire la voiture balai, et on a Monsieur Montebourg qui commence à dire oui, mais c'est pas normal, etc. Enfin, je veux dire, on le sait depuis le départ. Donc, par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui était dit. J'ai aimé d'ailleurs l'analyse du lièvre et de la tortue. Moi, je prendrais plutôt la grenouille et le bœuf. C'est le même, c'est La Fontaine. La différence, c'est que vous relisez bien ces pages, lisez bien ce qu'il dit à la fin. La grenouille, elle enfle. Et elle crève, c'est les mots de La Fontaine. Il faut faire attention parce qu'il y a un enjeu colossal derrière et qu'on ne maîtrisera rien parce que tout est à l'étranger. La grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, qui veut réagir à ça, Maximilien de Les Éloques? Effectivement, c'est dangereux ce qui se passe en ce moment? C'est difficile de lui donner tort, je pense que là-dessus on l'a tous compris. Et le véritable problème, c'est que ça met en difficulté d'autres opérateurs. En l'occurrence, Bouygues et Free, parce qu'effectivement, Free comptait vraiment sur cette affaire. Il y en a même beaucoup qui pensent que c'était son grand plan depuis le début, c'est-à-dire savoir pertinemment qu'il n'y avait pas de place pour 4 opérateurs, y aller quand même en se disant qu'il avait les reins solides en jouant la carte du prix, parce que ça a attiré quand même 8 millions de clients en 2 ans, c'est quand même un record, et se dire que derrière, il y aurait nécessairement un des opérateurs qui allait lâcher le morceau. Ça pouvait pas être Orange, puisque c'est le leader, ça pouvait être soit Bouygues, soit SFR. En l'occurrence, ça a été SFR, mais ils n'ont pas eu l'opportunité de mener le projet à bien. Et donc forcément, il y aura quelqu'un qui va être déséquilibré. Il y en a qui pensent que ce sera Bouygues, puisque au final Bouygues semble être un peu le perdant. On en parlait tout à l'heure, parce qu'ils se retrouvent un peu les pieds dans l'eau. Ils avaient prévu effectivement une fusion qui aurait eu quand même de belles conséquences pour eux. Ils n'aiment pas perdre, il paraît, chez Bouygues. Hein. Ah bah non, enfin, personne n'aime perdre, mais... Il ne faut pas oublier que pour Martin Bouygues, c'est quand même son bébé. Enfin, si on fait de la psychologie de comptoir, Martin Bouygues, c'est un héritier d'Empire. Ouais. Il n'a pas bâti le bâtiment et le BTP, mais en revanche, il a bâti Bouygues Télécom. Il y a une époque où on raconte, tous les matins, il passait par les bureaux de Bouygues Télécom pour demander combien on avait gagné d'abonnés pendant la nuit. Donc c'est son truc, c'est son bébé. Donc il va pas lâcher ça comme ça. Mais moi, j'exclus pas, la possibilité qu'un jour Bouygues Télécom et Free, pour le coup, s'associent. Mais là, ce sera dur parce que ce sera une sacrée bataille d'ego entre Martin Bouygues et Xavier Niel. Ou un étranger, parce qu'on a quand même cette spécificité en France de n'avoir que des opérateurs 100% français. Dans les autres pays, vous avez les internationaux qui interviennent, vous avez Telefonica, vous avez Vodafone, vous avez Deutsche Telekom, vous avez d'autres opérateurs qui sont pas 100% nationaux. Et les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils en disent? Jacques Pomonti, pardon, je vous pose la question juste après la pub, à tout de suite. Europe Soir.
Il est 19h32, c'est la suite des grands débats d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré, la guerre des télécoms. Et vous pouvez réagir, si vous le souhaitez, sur Twitter via le hashtag E1Soir. Oui, le grand Monopoly des télécoms, la partie de poker qui vient de se terminer avec SFR, qui sera donc revendue à Numéricable et non pas à Bouygues, comme beaucoup le souhaitaient. On continue à en parler avec nos invités et avec vous, Jacques Pomontey. Donc vous présidez depuis longtemps la FUT, l'association des usagers des télécoms. Alors pour les usagers, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ce qui s'est passé aujourd'hui? Écoutez, on est vigilant. On écoute. D'ailleurs, j'ai écouté les uns et les autres. Très intéressant. J'essaye de faire ma culture. C'est vrai que cette période est une période qui crée de l'incertitude, qui crée de la déstabilisation. On vous en avait parlé de certains. Et donc, la déstabilisation, c'est pas bon. Dans la mesure où les utilisateurs, leurs intérêts bien compris, ça suppose de bons opérateurs et des opérateurs solides et puissants, si possible. Et concurrents, si possible, parce qu'il y a eu des problèmes de concurrence. Nous souhaitons la concurrence, la compétition, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire de la transparence, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, disons qu'on fait plus attention et puis on a une autorité qui est chargée de cela, en principe. Nous souhaitons aussi une bonne régulation du marché. On a souffert ces 2 dernières années de ce que la compétition était trop uniquement mobilisée sur les tarifs les plus bas possibles, et on a nous-mêmes, la FUT, on est intervenu publiquement pour dire attention, si vous asséchez toutes les capacités financières et autres des opérateurs uniquement pour sur le tarif, vous n'avez plus rien pour la qualité de service. Ah, c'est intéressant ça. Vous, consommateurs, vous défendez pas forcément la baisse des prix. Et on est quand même très lucide sur l'importance considérable des investissements qu'il faut réaliser dans une technologie où il importe, compte tenu de sa rapidité d'évolution, d'anticiper sur les besoins. Et donc, par conséquent, la capacité d'investissement, c'est quelque chose de très important. Et donc, qu'il y ait 4 opérateurs, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Peut-être qu'il en aurait fallu 3 plus costauds. Je pense que on est au début d'une évolution qui va pas intéresser seulement la France et qui va déborder sur toute l'Europe. La situation actuelle que nous connaissons en Europe, qui a été en grande partie fabriquée par une vision un peu ayatollah de la Commission de Bruxelles, sur la nécessité de faire la compétition la plus claire possible dans chaque pays, nous conduit aujourd'hui à ce que nous ayons quelques 300 opérateurs en Europe de l'Ouest, alors qu'il n'y en a que 3 sur le marché américain. Donc il y a forcément un New Deal, un parti de poker, vous parliez tout à l'heure, la partie de poker va continuer. Et c'est pas fini. Quand on parle, Maximilien de les élèves, quand on parle investissement, donc les 4 opérateurs vont être un peu moins costauds, vont sans doute moins investir, ça veut dire quoi très concrètement? L'avancée de la 4G, l'arrivée de la future 5G, c'est tout ça qui est en question? De toute façon, ils peuvent pas refuser d'investir sur la 4G. Je veux dire, on est déjà lancé. Ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'ils multiplient la communication et les investissements. On a des acteurs qui sont hyper puissants en termes de 4G. Bouygues, qui, on parlait tout à l'heure, était un peu, là, il est un peu sur la défensive maintenant qu'ils ont perdu l'offre. Ils restent avec le meilleur réseau en France de 4G. Donc ça, c'est déjà une énorme avancée. Orange a déployé le réseau 4G plus vite que n'importe quel réseau avant lui. Donc en termes d'investissement, c'est juste colossal. Et il y a SFR qui, lui, malheureusement, avait des fréquences qu'on appelle en or, c'est-à-dire qui couvrent les meilleures parties du territoire, mais qui ne sont pour l'instant pas vraiment utilisées puisque le déploiement est très lent. Et SFR, de toute façon, on en parlait tout à l'heure, Vivendi, on savait très bien qu'ils voulaient les vendre. Il y avait une forme d'attente. On attendait clairement qu'ils soient vendus et depuis, il se passe, pour ainsi dire, pas grand-chose. C'est-à-dire, ils suivent les autres opérateurs. Il y en a certains qui offrent le roaming à l'étranger. 3-4 semaines après, on va annoncer le roaming à l'étranger. Il y en a qui lancent la 4G sur des forfaits pas chers. Puisqu'ils le font, on va y aller aussi. Et je dirais qu'il n'y a pas vraiment un manque d'investissement, il y a un manque d'entrain, en fait, parce qu'on sait pas trop où on va. Et alors, Numéricable, qui a gagné aujourd'hui, est plutôt spécialiste, comme son nom l'indique, du câble que de la fibre. Moi, j'ai découvert ça en écoutant Arnaud Montebourg ce matin, mais j'ai besoin de quelques explications supplémentaires. Écoutez. Nous sommes favorables à un retour à 3 opérateurs. C'est ce qu'a exprimé Monsieur Niel, c'est ce qu'a dit Monsieur Richard, parce que nous pensons que ça ne porte pas préjudice aux consommateurs et ça permet de stabiliser un secteur où nous avons à investir pour moderniser la France, comme on l'a fait avec le TGV, le téléphone, 30 milliards d'euros dans la fibre. La fibre, c'est ce qui va permettre aux Français d'avoir 1 giga chez eux
partout, de lutter contre la fracture numérique. Donc nous avons besoin non pas de câbles, qui est un système d'avant, mais de fibre, qui est le système du futur aux États-Unis partout. Voilà, on a besoin de fibres plutôt que de câbles pour pouvoir tous avoir 1 giga chez soi. J'ai pas tout compris. Qu'est-ce qui peut me décrypter ça, Stéphane? Oui. Stéphane Dubreuil. Non. Je crois qu'il se plante en fait. Je crois qu'il confond les choses. Il se plante. Ouais, parce qu'en fait, Numéricable, c'est eux qui ont littéralement tiré la fibre en France. Hein. C'est parce qu'en 2005-2006, ils ont décidé d'investir, qu'ils ont traîné le marché français vers là où il est aujourd'hui. Sinon, on en serait toujours avec trois pèlerins qui seraient connectés. Il a à peu près 10 ans de retard, Arnaud Montebourg, dans ce qu'il dit, mais en même temps, on peut pas lui en vouloir. C'est ce que dit Xavier Niel depuis le début de l'histoire. Donc, je vais le défendre, ce qui va être totalement étonnant. Stéphane Dubreuil. Malheureusement, il n'a pas tort. Eh oui. Ah bon? Oui. Il n'a pas tort parce qu'en fait, tout simplement, la fibre de Numéricable n'est présente déjà que dans 40% pour une raison régulatoire de la population. Premier point. Deuxième, elle utilise en amont les fourreaux d'Orange. Et à la fin, pour pas rentrer dans un débat technique, c'est que les derniers mètres, le fameux kilomètre dont on parle, c'est du coaxial. Donc ça revient à de la DSL. Donc en fait, c'est une fibre qui peut aller au maximum aujourd'hui à 30 mégas. Or, la fibre que proposent les opérateurs, la nouvelle, je rentre pas dedans, c'est du point en point, c'est-à-dire que la fibre, c'est-à-dire le faisceau lumineux, il arrive dans votre salon. Il n'est pas en bas de l'immeuble. Et cette différence, elle est notable parce qu'on n'a pas du tout les mêmes débits, la même innovation et on n'a pas surtout les mêmes services. Et en fait, il a pas totalement tort. Pour une fois, je suis désolé de le défendre, mais il a pas tort. Et donc, en fait, ce cas aujourd'hui Numéricable, ils disent que c'est du très haut débit parce que par définition, passer 20 mégas, comme ils ont 30, ils disent c'est du très haut. Mais c'est pas le très haut débit à 100 mégas et 1 giga où ils ne pourront pas aller très certainement. Est-ce qu'on peut essayer d'être encore un peu plus clair, Martial? Ça veut dire quoi? Ça va aller plus vite ou moins vite, Internet à la maison? Ça va aller plus vite, simplement par rapport à si on regarde à 10 ans. La capacité est limitée. C'est un petit peu comme si vous aviez une voiture avec un moteur bridé qui fait que vous pourrez pas, là quand tout le monde ira à 220, vous serez un peu limité à 180. Maintenant attention, c'est un peu comme sur les voitures aussi, les routes elles sont à 130 ou 110. Hein. Bon, on n'est pas rendu au très très haut débit. Alors on va me dire effectivement, quand on donne des capacités, on y va et d'accord. Mais simplement l'histoire c'est quoi? C'est que Numéricable au début c'est un câble. Et c'est un câble qui vous amène la télé. Ça, c'était il y a 25 ans. Donc, Numéricable, la première chose, c'est industriel. À commencer par, pour avoir Internet, il vous fallait le câble qui vous amenait l'info, puis un autre câble qui vous renvoyait l'info vers le réseau pour pouvoir faire de l'aller-retour avec Internet. C'est ça le principe. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour avoir ce câble aller-retour. Et ensuite, ils ont déployé la fibre en fonction des besoins du marché, c'est-à-dire une fibre effectivement un peu moins performante que celle que peut développer aujourd'hui parce qu'il a une autre capacité de financement. Et là, je rejoins complètement mon voisin. C'est la clé, c'est l'endettement. Pourra-t-il permettre de financer le très haut débit des années qui viennent? Ça, c'est pas sûr. Mais donc, pour résumer, aujourd'hui, Numéricable n'est pas en retard, n'est pas sur une technologie totalement obsolète, comme le dit Arnaud Montebourg. Ils ont un tout petit peu d'avance. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils en ont suffisamment pour préparer l'avenir. Jacques Pomonti. Oui, juste parce que le problème, c'est que le transfert d'une technologie à l'autre peut être très coûteuse. Et c'est le problème que va devoir regarder Numéricable maintenant, parce que ça va vite. C'est vrai que c'est peut-être à 4 ans, 5 ans, mais 4 ans, 5 ans, c'est demain. Oui, bien sûr. Et ce transfert-là est très coûteux. Donc tout à l'heure, vous disiez, on sent une certaine atonie, ça bouge pas beaucoup, c'est pas très dynamique. Est-ce que ce qui est en train de se passer ne va pas nous laisser un peu dans cette atonie qui fait qu'on prend du retard quand même par rapport aux autres pays? C'est vrai que c'est la grosse crainte de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire 4 acteurs, mais qui ne sont pas des acteurs forts forcément et forts financièrement, ne vont pas pouvoir obligatoirement investir dans le futur. Or, encore une fois, les métiers de demain, ils vont être liés à du numérique et à du très haut débit. Donc là, on est en train de prendre du retard et on l'a déjà entamé ce retard. Et là, je pense que c'est lié aussi au fait de la guerre des prix qu'il y a eu depuis 2 ans. C'est-à-dire que je crois de mémoire, alors là, j'ai des spécialistes qui sauront peut-être mieux les chiffres que moi, mais je crois que sur la 4G, on est à un taux d'équipement réel des Français qui doit être de 10-15%. De Français qui ont réellement la 4G sur leur téléphone, là où en Europe, on est plutôt à 20%. Donc on a déjà un peu pris de retard. Et il n'est pas certain qu'on arrive à le combler avec le puzzle qu'on a aujourd'hui. Le Monopoly de la téléphonie mobile. On continue en débat juste après une nouvelle pause. Europe Soir. Il est 19h.
19h45, c'est la dernière partie des grands débats d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Oui, on parle de la France qui va donc garder 4 opérateurs téléphoniques puisque SFR sera revendu à Numéricable et non pas à Bouygues qui aurait à ce moment-là fait fusionner les deux réseaux. Alors on a parlé capitalisme, on a parlé technique, très bien, mais on n'a pas parfaitement bien répondu à la question simple que nos auditeurs se posent forcément. Est-ce que ça peut faire baisser les prix, Stéphane Dubreuil, cette affaire ? Alors il y avait 2 scénarios en fait, je rappelle, il y avait Numéricable qui rachetait SFR ou il y avait Bouygues qui rachetait SFR. Enfin c'est des fusions en fait, parce qu'en fait Vivendi ne sort pas totalement et immédiatement du capital. Le scénario de Numéricable SFR, pourquoi il dérange beaucoup d'industriels et le marché en général, c'est qu'en fait il consolide un tout petit acteur qui devient un gros et il crée en fait 4 opérateurs qui sont multi-réseaux, multi-marchés. Et c'est ça le vrai problème, c'est que la spirale déflationniste qu'on a, c'est-à-dire la baisse des prix qui est devenue massive, surtout depuis l'offre sur Internet à 19,90 de Bouygues, c'est qu'en fait on atteint des prix qui sont très bas. Or, on sait très bien que dans la fusion Numéricable, SFR, il faudra remonter et rembourser la dette. Donc, on ne pourra pas baisser fortement les prix. C'est-à-dire, commercialement, ils seront certainement très attentistes. Donc, vous allez voir des offres, ça va partir très certainement dans tous les sens. Et donc, le marché risque d'aller encore dans un point plus bas. Ce qui, je pense, et là, je rejoins totalement la FUT, on est en train de toucher un plancher de manière trop rapide. Et ça risque d'être dangereux à tout point de vue, que ça soit sur l'investissement, l'innovation et l'emploi. Donc pour être tout à fait clair, là on a des offres quadruple play, c'est comme ça qu'on dit, pour Internet, la télé, le téléphone mobile, le téléphone fixe, à 20 € à peu près, ou quelques centimes de moins. C'est déjà un prix plancher, c'est-à-dire que vous nous dites les uns et les autres qu'ils ne pourront pas aller plus bas, mais que malgré tout, ils risquent d'aller plus bas pour se faire la guerre ? Alors le quadruple play, il n'est pas à 20 €, hein. C'est pas grave. C'est le mobile est à 20 € et l'internet est à 20. Donc ça fait 40. Si vous avez une quadruple play, vous pouvez avoir une petite remise qui vous emmène en prix réel à 35. Mais non, néanmoins... ils n'ont pas lancé le quadruple play à 20 € très récemment ? Non, c'est l'internet uniquement. Ah, le triple play. Le triple play, voilà. Play. On s'y perd. C'est pas grave. Et tout à fait. 3P, 4P, tout ça au bout d'un moment. Et 5P d'ailleurs, prochainement certainement. Mais le problème, il est là, c'est que est-ce qu'on peut aller encore plus bas ? Sincèrement, ça devient très dangereux. À un moment, pourquoi ? Parce que c'est pas l'histoire des marges des opérateurs, ce qui obnubile une partie des analystes. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on a un moment historique, que ça soit en France, en Europe et aux États-Unis, qui est l'investissement dans 2 technologies majeures, qui s'appellent la fibre et qui s'appellent la 4G. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on a une analyse profonde de l'économie, on se rend compte que le PIB d'un pays occidental, comme un pays en voie de développement, comme un pays émergent, est tiré par les réseaux télécoms. Donc en fait, ça rejaillit sur l'ensemble de l'économie. C'est pas un enjeu du secteur. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec ce que j'entends souvent. C'est pas un enjeu du secteur, c'est un enjeu économique. Et pour une fois, Arnaud Montebourg, il a compris ça. C'est qu'aujourd'hui, les TPE, comme les boîtes du CAC 40, comme toutes les autres, elles bénéficient de ça. Et il est là le danger. C'est que si on se fragilise, c'est pas le secteur qu'on fragilise. C'est l'économie française et sa position en Europe et dans le monde. Maxime, j'irai plus loin, c'est par rapport au problème récent qui vient d'être soulevé de l'attractivité de l'économie française qui aurait baissé. C'est un point tout à fait essentiel. Il y a actuellement une perte, effectivement, d'attractivité parce que on n'est pas sûr d'avoir les bonnes communications, les bons systèmes de services en matière de télécommunications, de numérisation, etc. Et ça, c'est un des points essentiels dans la bataille mondiale. En termes d'emploi, Marcel Liu, ça va se terminer comment, cette histoire ? Là, j'ai envie de dire... je vais juste rebondir sur ce que je viens de dire 2 secondes, parce que moi, c'est un secteur, les télécoms, où franchement, jouer les devins, c'est très compliqué parce que ça bouge très très vite. Et c'est un secteur qui repose quand même depuis l'origine quasiment sur l'endettement. Quand vous avez une bonne technologie, quand vous avez un bon terrain de jeu, comme la France quand même, vous trouvez des financements. C'est un peu comme quand vous êtes un pays avec un triple A, globalement, vous pouvez vous endetter, il y a toujours des gens pour prêter. Donc, je sais pas, j'ai une inquiétude, je l'exprimais tout à l'heure, sur le fait d'avoir la capacité à financer les nouvelles technologies, mais possible quand même qu'on trouve les financements. Alors maintenant, sur l'emploi, a priori, c'est la meilleure des solutions, ce qui est en train de se dessiner avec Numéricable, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la conjonction de deux entreprises qui sont complémentaires. Donc, on va avoir moins de doublons que si on avait fusionné 2 jumeaux qui étaient SFR et Bouygues. Par exemple, les boutiques SFR et Bouygues, ce sera en concurrence juste à côté les unes des autres. Il y a un nombre de métiers qui auraient été en doublon, puisque vous avez, c'est un truc qu'il faut bien comprendre, hein, pour comprendre ce secteur-là. C'est que vous ayez 10 millions d'abonnés comme Bouygues aujourd'hui, ou que vous en ayez 27
comme France Télécom aujourd'hui, vous devez dépenser le même investissement parce que vous devez avoir le même service en bout de chaîne. Donc en gros, vous avez un client chez Bouygues qui coûte beaucoup plus cher qu'un client chez France Télécom, ramené au nombre de clients. Donc là, il y a un enjeu essentiel dans l'investissement, dans la capacité d'avoir la masse critique de clients. Un dernier mot, parce qu'on n'a pas parlé du grand vainqueur du jour, c'est le patron de Numéricable, naturellement. On a parlé tout à l'heure du perdant, Martin Bouygues, et le gagnant, c'est qui ? C'est une des grosses fortunes quand même du monde. Hein. Il est dans le classement Forbes, plus de 6 milliards de fortune estimée. C'est un gars très discret, Monsieur Drahi, né à Casablanca, je crois, de mémoire, et qui vit effectivement à Genève aujourd'hui, ou en tout cas en Suisse. C'est ce que lui reprochait Arnaud Montebourg ce matin du gouvernement. Et c'est quelqu'un qui quand même globalement est un homme d'affaires à la tapis un peu, c'est-à-dire en jouant beaucoup sur les endettements pour pouvoir reprendre des entreprises, mais qui sur en tout cas le câble et la fibre est dans un credo, un combat de 15 ans quoi. Il s'y est mis quand plus personne n'y croyait vraiment quoi. Stéphane Dubreuil, c'est quelqu'un dont on va entendre parler demain. Alors je ne sais pas si c'est le grand gagnant, moi j'ai pas tout à fait la même grille de lecture. Je pense que le vrai grand gagnant au départ c'est quand même Vivendi SFR avec Jean-René Fourtou, qui se retrouve avec une décote avant, parce que je rappelle qu'il y avait une cession à Vodafone, un opérateur étranger, à 18 milliards, il y avait une décote de 35%, et il arrive à faire entrer un autre acteur qui s'appelle Bouygues. Au départ moi je pensais que le lièvre c'était Numéricable, a priori pour l'instant non. Et il arrive à s'en sortir plutôt pas mal, je rappelle qu'il va rendre la présidence au mois de juin. Il sort comme avec les honneurs vis-à-vis des actionnaires, donc je pense que le premier gagnant c'est lui. Le deuxième, effectivement, c'est Monsieur Drahi, mais je rappelle toujours, on fait des fortunes dans le temps, il faut voir ce que va donner ce mécano industriel. Et au fait, pourquoi il vendait SFR pour mieux se concentrer sur les médias ? Il revient sur son cœur de métier, c'est-à-dire effectivement les médias, Canal+, et il abandonne. Les actionnaires de Vivendi qui souhaitaient ça. Est-ce que c'est pas aller trop vite justement, parce que Fourtou, on a bien vu sur les dernières ventes, Activision Blizzard et les télécoms au Maroc, il a vendu ça très vite, il voulait justement pas s'embêter avec quelque chose de compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que Numéricable a été sélectionné. C'était la solution la plus simple. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est vraiment la solution de simplicité qui est la solution la plus intelligente ? Je pense que la sortie de Monsieur Montebourg ce matin, qui a agité la bourse, a quand même méchamment précipité les choses. Et c'est peut-être ça une des clés de la compréhension. C'est que cette sortie-là, elle a quand même beaucoup agité les marchés. Il y a l'AMF qui regarde quand même beaucoup les communications. Et donc peut-être Vivendi, qui à mon sens aurait dû annoncer 3-4 semaines de négociations pour tout le monde, a préféré peut-être faire un choix pour éviter ces sauts d'humeur sur la bourse qui étaient forts. Ce qui est un scandale en soi. Dans n'importe quel autre pays, notamment aux États-Unis, vous êtes attaqué en justice pour ce genre de truc. Un ministre n'a absolument pas à dévoiler la décision d'un conseil d'administration qui ne s'est pas encore exprimé. Et c'est pourtant ce qui s'est passé ce matin chez Jean-Pierre Elkabbach et qui fait qu'on en parle ce soir de ce Monopoly des téléphones portables. Merci beaucoup à tous les quatre. Jérôme Commandeur, tout de suite. Europe Soir. C'est jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré. Et on termine la semaine avec Jérôme Commandeur. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Ce soir, vous passez vos humeurs au surligneur. Et tout à fait, Nicolas. Alors, avant de démarrer, sachez que j'avais pas entendu le mot surligneur depuis 1984. C'est marrant parce que quand on vous voit, on se dit, tiens, il a une bonne tête, il a l'air plutôt sympa, mais il dit surligneur. Du coup, on doute et on passe son chemin. On n'a pas envie d'être copain avec un gars qui dit surligneur. Alors moi, comme je vous connais, je sais que derrière l'homme qui écrit ses papiers au Ronéo, la polycopieuse, qui a frémi quand on est passé au fax parce que ça allait trop vite, qui collectionne des Scooby-Doo, qui boit du Rickless en regardant Colaro sur sa téléphone Ken, il y a un petit cœur qui bat et ça, c'est important. Alors oui, le monde tremble, les politiques français se déchaînent entre eux sur fond de scandale, l'Ukraine est écartelée entre l'Europe et la Russie, Gaza à feu et à sang, et moi je vais vous parler d'un surligneur, nous allons parler de Stabilo. La polémique sur la théorie des genres rebondit de manière inattendue. Alors Stabilo, qui est une marque pour laquelle j'avais jusqu'à présent peu d'intérêt, si ce n'est quand le jaune disparaissait du pot de Stabilo de mon bureau, ce qui est très méprisant pour le rose ou le vert, qui n'ont pas démérité. Mais c'est vrai que le jaune fait pas le même effet. Ton patron te surligne un truc au rose, on se dit tiens, il a pris du rose, alors que ton patron te surligne un truc au jaune, on se dit ah merde, j'ai fait une connerie. L'autorité naturelle du jaune. Je parle même pas du vert, qui est complètement baltringue, personne ringard qui utilise le vert. Alors la marque Stabilo a déclenché les foudres de Twitter il y a quelques jours, l'objet du courroux des tweetos, comme dirait Nikos, l'abus de marketing genré
dont la marque aurait fait preuve. Alors par marketing genré, G-E-N-R-E, j'entends un marketing spécifiquement destiné aux hommes ou aux femmes. Alors Va Bene, l'agence de communication qui s'est occupée de la campagne pour Stabilo, alors pour elle je pense que ça n'a pas dû aller bene cette semaine, parce qu'ils pensaient peut-être bien faire, mais Va Bene nous indique qu'à la base, le Stabilo était un surligneur d'hommes dans un monde d'hommes, et que la marque souhaitait désormais accompagner les femmes dans leur conquête du pouvoir, rien que ça en leur dédiant un surligneur qui s'affranchit des codes et qui revendique un style délibérément féminin. Alors qu'est-ce qu'un Stabilo pour femmes? Vous regarderez la photo sur internet, c'est un Stabilo, aïe aïe aïe, avec une forme de tube de crème. Donc du coup, crac, là on retourne dans les années 60, quand on couchait les gamins après nounours et que maman servait la soupe à papa après avoir passé la journée sur le balai brosse. On n'aura jamais autant parlé de Stabilo en mal. Alors, parmi les réactions, un utilisateur de Twitter, qui doit sans doute travailler dans un tribunal, a écrit « Chaque fois que je voyais une greffière passer un coup de Stabilo jaune, je me disais « Mais comment fait-elle sans testicules ?» Phrase évidemment reliée au machisme de l'affaire, parce que si on lit le tweet tout seul, on peut penser que cet homme se sert des siennes pour mettre en évidence un propos sur un document. En conclusion, Stabilo aurait dû le savoir, comme l'a dit Groucho Marx, les hommes sont des femmes comme les autres. À la semaine prochaine, Jérôme Commandeur est promis, je ne dirai plus jamais surligneur. Bonsoir Alban Le Poivre. Bonsoir Nicolas Poincaré. Du foot ce soir. Exactement, la 28e journée de Ligue 2, 7 rencontres à suivre puisque le match Caen-Nîmes a été reporté, on en parlera tout à l'heure, et puis le début de la 28e journée de Ligue 1 également, Reims qui reçoit Marseille. À tout de suite Alban Le Poivre, et à lundi Olivia. Bon week-end Nicolas.